pourquoi cette conférence? Il faut toujours justifier ce qu'on fait quand même. Bien parce que nous vivons depuis quelques années une situation tout à fait inédite dans l'histoire de la Ve République. C'est-à-dire qu'un, je ne dirais pas un jeune homme, mais enfin un homme jeune, issu d'on ne sait tout politiquement, qui n'avait pas d'expérience politique importante, a réussi un exploit. Je ne sais pas s'il faut le saluer ou pas, mais c'est un exploit, puisqu'il a réussi là où Valéry Giscard d'Estaing avait échoué dans les années 70, c'est-à-dire dans ce projet de constituer politiquement un bloc central suffisamment important pour marginaliser à la fois la gauche et la droite. Donc ça, c'est un coup d'essai qui fut un coup de maître, et il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors en nous intéressant uniquement à la gauche, on pourrait aussi voir les choses du point de vue de la droite. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en quelques années, la gauche s'effondre, on peut dire les choses, elle est passée aujourd'hui, j'y reviendrai surtout la semaine prochaine, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais elle est passée de la majorité des Français à un score, tout le monde cumulé d'environ 28% aujourd'hui, en comptant la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les Verts, on arrive à peine à 28%, ce qui est un record historique. Jamais la gauche n'a été aussi faible. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Et pour comprendre les choses, il faut passer par l'histoire. Parce que c'est le passé qui explique le présent. Et il faut faire l'inventaire. Vous vous rappelez que Lionel Jospin avait parlé d'un droit d'inventaire, qu'il s'est bien gardé de faire d'ailleurs, on l'attend toujours cet inventaire. Alors moi je vais essayer d'en faire un à ma manière, sur ce qu'a été la gauche, ce qu'elle est devenue pendant les 2 derniers siècles. Donc l'histoire, avec sa complexité, avec ses mutations, avec ses retournements, ça n'est pas un long fleuve tranquille où il y aurait une identité de gauche identique des origines à nos jours. C'est un phénomène qui a beaucoup évolué dans l'histoire. Tout simplement parce que la gauche, comme la droite, ce n'est pas une notion abstraite qu'on pourrait essayer d'étudier philosophiquement, selon les critères du vrai et du faux, ou bien moralement, selon les critères du bien et du mal. C'est une construction historique. Et c'est une construction historique qui est liée à ce qu'il faut appeler la modernité. Et quand je dis la modernité, je ne veux pas parler des 20 ou 30 dernières années, je veux parler de l'histoire de l'Occident tout entier depuis le XVIe siècle. C'est ça qu'on appelle véritablement la modernité. Eh bien, l'histoire de la gauche, elle est liée à ce phénomène. Avant la Révolution française, il n'y avait pas de gauche. Et on va voir que même pendant et après la Révolution française, on a mis très longtemps avant de parler de gauche et de droite. Donc, voilà mon projet dans cette conférence. Donc, on va partir, première partie, donc, des origines, c'est-à-dire de la Révolution française. Alors, je vous ai mis là en guise de rappel, une petite chronologie quand même, parce qu'on a souvent oublié le détail des choses. Alors, je ne vais pas évoquer tous ces aspects, mais enfin, ça vous fait un point de repère entre 1789 et le coup d'État de Napoléon Bonaparte en 1799, qui va déboucher donc sur la proclamation de l'Empire, du Premier Empire en 1804. On a cette période révolutionnaire pendant laquelle on peut dire que sont apparus dans la vie politique la gauche et la droite. Donc ça commence au mois de mai 1789. Au mois de mai 1789, Louis XVI convoque les États généraux pour essayer de résoudre la crise financière dans laquelle est plongé le royaume. Et ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que les députés du tiers-État transforment les États généraux en se proclamant
Assemblée nationale constituante, c'est-à-dire qu'ils prétendent donner une constitution à la France, donc changer toutes les données de la politique. Ces députés du tiers-État sont rapidement rejoints par une partie du clergé, ce qu'on appelle le bas clergé, les prêtres et les curés, et même par une partie de la noblesse, ce qui fait qu'ils ont rapidement une majorité, et la cour, la monarchie est tout de suite en difficulté par rapport à cet événement. Alors, c'est le moment décisif du 14 juillet, hein, avec la prise de la Bastille. La cour est obligée de céder au mouvement qui emporte le royaume, et Louis XVI accepte qu'il y ait une Assemblée nationale constituante, et il accepte qu'on fasse une constitution pour le royaume. Alors le débat sur la constitution, on parle de rien, hein, évidemment. Il n'y a jamais eu de texte qui réglemente les pouvoirs du roi et des autres institutions. La constitution, on commence à la discuter au mois d'août 1789. Alors on discute en particulier de la Déclaration des droits de l'homme, hein, mais là où le clivage se fait réellement, c'est au moment de la discussion sur le veto royal. Parce que, selon les principes de Montesquieu, hein, on va beaucoup parler dans cette première partie des Lumières, des intellectuels, des philosophes des Lumières, ben, selon les principes de Montesquieu, les révolutionnaires veulent établir une séparation des pouvoirs, hein. Le pouvoir législatif, le pouvoir de faire les lois, qui sera donné à l'Assemblée nationale, et puis le pouvoir exécutif, dont sera chargé le roi lui-même avec son ministère. Sauf que certains députés proposent d'accorder au roi un droit de veto. Hein, veto, en latin, je refuse, ça veut dire que le roi aura le droit, si cet aspect est voté, de refuser une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire dans ces cas-là que le roi a non seulement le pouvoir exécutif, mais aussi une partie du pouvoir législatif. Et c'est là que les députés se divisent. Et qu'une partie d'entre eux est absolument opposée au droit de veto, et ils vont se ranger sur la gauche du président de l'Assemblée. On va regarder d'ailleurs à quoi ressemble... Voilà. On ne peut pas avoir juste l'image, hein, en plus grand. Non? Bon, mais ça fait rien. Hein. Non. Ah non, ah voilà, c'est mieux. Voilà, très bien. Mais on ne peut pas l'avoir pour. Voilà. Bon, bah, ça ira. Hein. Voilà. Bon Dieu. De toute façon, on ne va pas s'intéresser aux détails. Hein. Il nous suffit de voir qu'à l'époque, il n'y a pas l'hémicycle hein, que nous connaissons aujourd'hui. C'est une salle rectangulaire avec donc des députés qui vont s'installer à la gauche du président, c'est-à-dire à droite pour nous, là, sur l'image. Hein. Et du coup, de l'instant que tous ces députés-là se sont regroupés sur la gauche, bah, automatiquement, hein, par voie de conséquence, ceux qui sont partisans du pouvoir royal, d'un pouvoir fort, vont s'asseoir à droite du président. Voilà, ça commence comme ça, hein, l'histoire de la gauche et de la droite. C'est anecdotique, hein, ça aurait pu être le contraire, hein, et tout le vocabulaire politique aurait changé, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, notez bien qu'on ne dit pas, à ce moment-là, sous la Révolution française, on ne parle pas de la gauche et la droite. On parle du côté gauche et du côté droit. Si bien que ces notions de gauche et droite sont des notions uniquement parlementaires. Elles n'ont absolument aucun écho dans la population. Aucun. Hein. C'est vraiment progressivement que ce vocabulaire de gauche et droite va s'installer dans le paysage politique. Donc, ça semble un hasard, il n'empêche que cette répartition, cette bilatéralisation politique, hein, elle a un fondement idéologique, hein, dont je vais vous parler maintenant. Notons au passage que
l'introduction dans la politique de ces notions de gauche et de droite, c'est une invention française. Et c'est à partir de la France que ces notions se sont répandues dans toute l'Europe, et puis finalement aujourd'hui à peu près dans le monde entier. Encore que, hein, aux États-Unis par exemple, on ne parle pas vraiment de gauche et de droite, mais enfin, bon, le contenu y est. Ça n'est pas la première fois que la France sert d'exemple dans le domaine politique. Si on remonte au Moyen-Âge, l'installation complète et achevée de la monarchie féodale, c'est d'abord en France, puis en Angleterre, qu'elle s'est créée. Si on prend la monarchie absolue, quel est le modèle de la monarchie absolue? C'est le modèle français. Cette monarchie absolue qui s'est répandue petit à petit dans toute l'Europe, c'est les Français qui l'ont créée. Et il en sera de même pour la République. La République, c'est une... Alors, pas tout à fait une création française, mais presque. Hein. Il y a une autre République, mais elle est tellement différente. Hein. C'est la République américaine qui naît dans ces années-là. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'Europe, il n'y a qu'une République. J'accepte la Confédération helvétique, qui est un cas très très particulier, hein. Mais jusqu'en 1914, même jusqu'après la guerre de 14-18, il n'y a qu'une seule République en Europe, c'est la République française. Donc vous voyez ce côté pionnier de la France dans le domaine de la structuration politique, de l'espace politique. Donc, la philosophie des Lumières. Voilà, je dis, il y a un fondement idéologique à cette répartition en deux camps, hein, la gauche et la droite. La gauche, qu'est-ce que c'est? C'est le parti des Lumières. Donc le parti qui a choisi d'intégrer dans sa mentalité, dans sa vision du monde, une grande partie de la philosophie des Lumières. Alors pas tout, hein. Parce que la philosophie des Lumières, si on rentre dans le détail, c'est très compliqué, c'est très varié, il y a des aspects différents, voire contradictoires. Hein, par exemple, tout le monde l'a plus ou moins appris à l'école, entre Voltaire et Rousseau, il y a parfois un monde. Hein. Mais enfin, de l'ensemble de cette philosophie des Lumières se dégage un certain nombre d'idées forces qui vont être l'apanage de la gauche. Trois grandes idées que je vais vous présenter maintenant. Voilà, on va voir donc... oui, c'est ça. Hein. On va parler de la Déclaration des droits de l'homme. Alors, premier élément de la philosophie des Lumières, c'est l'humanisme. C'est pas la Révolution française qui a inventé l'humanisme, hein. C'est apparu avec la Renaissance au XVIe siècle, enfin de manière tellement minoritaire qu'au fond, n'a pas une grande importance historique. Alors que la philosophie des Lumières établit l'humanisme comme un élément important. Qu'est-ce que c'est l'humanisme? C'est l'image d'un être humain qui ne se laisse plus conduire par les dogmes religieux. Ce qui ne veut pas dire que tous ces révolutionnaires ou tous ces humanistes étaient tous athées, pas du tout. Mais même lorsqu'ils sont croyants, pour eux, la croyance est une chose et la vie des hommes c'en est une autre. Hein. Et c'est l'humanisme, c'est l'idée qu'il y a un être, l'être humain est un être libre par nature. Et j'insiste sur ce mot « nature » parce que c'est le fondement de l'idéologie de gauche à sa naissance. Il est libre par nature. Alors, regardez la Déclaration des droits de l'homme, hein, l'article 1, très clair, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est-à-dire qu'ils sont libres dès leur naissance, par leur nature humaine. Voilà ce que ça veut dire. Mais il va falloir comprendre que ça implique beaucoup de choses. Si c'est un être libre, par nature, c'est quelqu'un qui a pour vocation de contester toutes les hiérarchies sociales. Les hiérarchies sociales ne sont justifiées par rien, puisque naturellement, les hommes sont libres et égaux. C'est ce qu'on appelle la philosophie du droit naturel. Hein. Vous trouvez ça aussi, j'ai mis en caractère gras les mots justement sur lesquels je m'appuie. Hein. Donc dans le préambule, les droits de l'homme sont des droits naturels.
inaliénable et sacré. Ces trois mots n'ont pas été choisis au hasard. Ils ont une signification très très importante sur laquelle je vais revenir. Qu'est-ce que ça fait dire? La philosophie du droit naturel, ça implique que la société n'a aucun droit sur les individus. C'est une inversion complète de la vision de l'homme qu'on avait jusque-là. Dans la vision traditionnelle, c'est-à-dire religieuse au fond, il y avait un primat de la société sur les individus. Les individus étant intégrés à la société, quand il y a des décisions à prendre, ce ne sont pas les intérêts des individus qui doivent l'emporter, c'est l'intérêt de la société tout entière. Et bien là, on a un retournement incroyable, puisque désormais, on a affaire au primat de l'individu sur la société. C'est ça qui compte en premier. Alors évidemment, il y a des sociétés. Les révolutionnaires ne contestent pas qu'il y a des sociétés, il y a des peuples, il y a des nations, ça existe. Mais ils existent dans la philosophie des Lumières que parce que les individus ont signé entre eux un contrat, le fameux contrat social, qui est le titre du livre de Jean-Jacques Rousseau en 1762. Alors, voilà pourquoi il y a des sociétés. Parce qu'un beau jour, les individus se sont réunis, et disent, tiens, si on faisait un contrat tous ensemble pour faire une société. Évidemment, c'est une fiction. C'est une fiction totale. Mais cette fiction a quand même aura des conséquences très importantes. Parce que ça veut dire que si la société n'existe que par la volonté des individus, encore une fois, c'est eux qui l'emportent en cas de conflit. Cette fiction du contrat social, eh bien voilà, c'est le fondement idéologique de la gauche en 1789. Les individus sont libres, pas parce qu'ils le méritent, pas parce qu'ils ont conquis leur liberté, ils sont libres par définition. C'est ce qu'on appelle tout simplement le libéralisme. Voilà. Au début, la gauche, c'est ça. C'est le libéralisme. Alors, le problème avec cette définition, c'est que, c'est bien joli de dire les hommes sont libres. D'accord? Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Dans la réalité, ne sont véritablement libres, qui ont véritablement les moyens d'exercer leur liberté, que ceux qui sont propriétaires. Et ça, c'est une des grandes notions de la Révolution française. C'est l'article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré. Tiens, on retrouve le mot sacré. C'est étonnant quand même. On n'est pas dans la religion, là, normalement. Ben si, d'une certaine façon. Et si la propriété est sacrée, alors qu'est-ce qui garantit la liberté des gens qui ne possèdent rien? Ceux qu'on appelle les prolétaires. Ben rien. Rien ne leur garantit d'être libres. Ils sont soi-disant libres de naissance, mais en réalité, ils ne le sont pas, puisqu'ils ne sont pas propriétaires. Ils n'ont pas de droit politique. Pensez que le droit de vote n'est pas considéré comme un droit. Donc les prolétaires n'ont pas le droit de vote pendant la Révolution française. Et on verra qu'ils vont attendre assez longtemps, jusqu'en 1848, pour qu'en France, il y ait le suffrage universel masculin, je n'ai pas besoin de le préciser. Donc vous voyez, on peut dire qu'il y a une contradiction. Et ça, on n'y pense jamais quand on parle des droits de l'homme. Il y a une contradiction originelle dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est la contradiction entre la liberté et l'égalité. Et toute l'histoire de la gauche va tourner autour de ce dilemme. Qu'est-ce qui doit l'emporter à chaque moment de l'action politique? Est-ce la liberté ou l'égalité? On va retrouver donc ce thème tout au long de cette conférence. Voilà un premier problème de la Déclaration des droits de l'homme, la contradiction entre la liberté et l'égalité. Mais il y a un autre problème, c'est la sacralité des droits de l'homme. Si on revient à ce mot sacré qu'on trouve plusieurs fois dans la Déclaration. Évidemment, cette sacralité des droits de l'homme, elle entre en contradiction avec la sacralité religieuse qui existe
depuis toujours. La sacralité des droits de l'homme, ça veut dire que la foi en l'homme se substitue à la foi en Dieu. Hein, ça peut passer inaperçu comme ça, hein, quand on lit aujourd'hui, on a oublié les tenants, les aboutissants, mais c'est extrêmement problématique. Hein. Le règne de la raison remplace celui de la religion. Et ça, c'est au point, alors ça pourrait faire sourire quand même, parce que, ironie de l'histoire, c'est que la raison fait l'objet d'un culte. La raison qui est censée être le contraire de la religion, on la vénère comme un culte. Vous savez, à partir de 1792, on transforme un certain nombre d'églises en temples de la raison. C'est un oxymore, ça, normalement, hein, un temple de la raison. Comment peut-on dresser un temple à quelque chose qui est anti-religieux par définition? Alors c'est le cas à Vienne, vous savez peut-être, hein, à Vienne, ce qu'on appelle aujourd'hui le temple d'Auguste, qui avait été le temple d'Auguste, effectivement, dans l'Antiquité, mais qui avait été transformé au Moyen-Âge en église. C'était une église qu'on appelait Notre-Dame de la Vie. C'est une déformation de Notre-Dame la Vieille, en fait. Bon. Enfin, c'est un détail. Bon, pendant un certain nombre d'années, dans cette ancienne église, qui n'était pas encore redevenue le temple d'Auguste, on a eu un temple de la raison. C'est une véritable ironie de l'histoire. Donc, le deuxième élément, si on veut, hein, de l'idéologie de gauche, c'est en principe le rationalisme. Sauf que c'est un rationalisme un peu douteux, comme vous le voyez, qui va surtout se transformer en anticléricalisme. L'anticléricalisme, ça sera vraiment un des marqueurs de la gauche, disons jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, hein, à peu près. Les choses ont changé maintenant. Le troisième élément, alors on va peut-être passer à cette philosophie des Lumières dont je suis en train de vous parler. Hein. Donc j'ai noté en premier point l'humanisme, en deuxième point l'anticléricalisme, et le troisième point, donc, c'est le progressisme. C'est quoi le progressisme? Le mot n'existe pas à l'époque. Hein. À l'époque, on parle de perfectibilité. C'est l'idée que l'homme, contrairement à la vision religieuse, est perfectible. L'homme peut s'améliorer sans cesse. Hein. Le problème de la perfectibilité, c'est qu'on peut penser qu'on va arriver un jour à la perfection. Et là, on aura peut-être aussi un problème. En tout cas, on pense, les hommes des Lumières et les révolutionnaires avec eux, pensent qu'il peut y avoir un progrès constant de l'humanité vers plus de lumière, vers plus, pour employer les mots de l'époque, vers plus de sagesse, plus de sécurité, plus de bonheur. Ah, le mot bonheur, alors là, il prend une importance sous la Révolution française. Vous connaissez peut-être la citation de Saint-Just, « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Les révolutionnaires français n'ont quand même pas osé faire comme les Américains, c'est-à-dire mettre le bonheur comme un droit de l'homme. Mais dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, il y a une phrase, je ne l'ai pas, c'est pas de mémoire ici, mais que l'homme est fait pour le bonheur et que le but de la société, c'est pour chacun la poursuite du bonheur. Alors après, il faut voir comment les Américains entendent le bonheur. Hein. C'est surtout le bonheur matériel. Bon. Mais il n'empêche que là, on a une idée tout à fait qui pourrait apparaître assez saugrenue. Et donc, ce progrès, progrès scientifique et technique, hein, d'abord c'est ça. Pensez au succès qu'a eu au XVIIIe siècle l'encyclopédie de Diderot, qui résume, qui rassemble toutes les connaissances scientifiques et techniques de l'époque, et qui a eu un succès considérable. On se passionne véritablement pour la science et pour la technique durant tout le XVIIIe siècle. Eh bien, tout naturellement, on pense que ce progrès scientifique et technique va engendrer un progrès social, un progrès intellectuel, un progrès moral. Et alors, c'est ce que je vous disais, si ça continue indéfiniment, on va forcément arriver à la perfection. Le progrès aboutira à l'unification de l'humanité, parce que quand on aura détruit toutes les différences entre les nations grâce au progrès de tous, bon, ben, on aura une harmonie universelle. Ça aussi, ça fait partie des thèmes
originelle de la gauche. Comment c'est possible d'arriver à une harmonie universelle? Eh bien, pour les hommes des Lumières, c'est très clair, c'est que l'homme est bon par nature. C'est la croyance rousseauiste, mais pas seulement, hein, en la bonté de l'homme. Regardez ce que dit la Déclaration des droits de l'homme, on peut peut-être y revenir. En haut, dans le préambule. L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. C'est-à-dire, s'il y a le mal sur la terre, c'est parce qu'on ne sait pas. Une fois qu'on saura ce qui est bien et ce qui est mal, il n'y aura plus de mal. Mais ça paraît facile, mais on y a cru, hein. On y a cru fermement, et beaucoup de gens y croient encore, que avec l'enseignement, par exemple, avec l'éducation, quand on aura appris à tous les enfants à devenir des citoyens responsables, éduqués, le mal aura disparu. Je pense que les 2 siècles écoulés nous montrent que ce n'est pas si simple. C'est pour ça qu'on peut parler du côté de la gauche d'une utopie scolaire qui va être aussi très très importante, hein, dans l'idéologie de la gauche pendant les 2 derniers siècles. Et ce progressisme, hein, qu'il faut appeler là encore la religion du progrès, c'est une véritable religion qui remplace la religion catholique, va devenir le trait principal de la gauche au XIXe siècle. Et alors les révolutionnaires sont en apesanteur, hein. Ils sont dans une espèce d'ivresse du recommencement total. On va tout refaire. C'est la table rase. On détruit tout et on va refaire quelque chose de bien. On va faire un homme nouveau, hein, sur la base de la Révolution française. Et ils sont guidés par une ambition prométhéenne, hein, qui vient de Descartes, en fait. Si vous vous souvenez peut-être, ou vous connaissez peut-être cette phrase de Descartes qui dit que l'objectif de l'être humain, c'est de se rendre maître et possesseur de la nature. On voit un peu les résultats aujourd'hui, hein, du cartésianisme. Pourtant, moi, je vous dis franchement, je suis cartésien, hein, tout à fait. Hein. Mais il n'empêche qu'il faut bien voir ce qui, dans le cartésianisme et dans la philosophie des Lumières, est une idéologie prométhéenne, hein, où l'homme est la seule chose qui compte. Alors Dieu ne compte pas, bien entendu, hein, mais la nature non plus, les animaux, rien ne compte que les intérêts de l'être humain. Voilà, il faut changer le monde par la politique. Il faut changer la vie. Vous vous rappelez que c'était le slogan de la deuxième campagne de François Mitterrand, je crois. Changer la vie. Alors, comment interpréter cet objectif de la gauche? Soit c'est une supercherie électoraliste, soit on y croit à fond, et ça donne quoi? Ça donne le communisme, le stalinisme, toutes les tentatives de rendre l'homme heureux par la force, quoi. Hein. Voilà, on va changer la vie, même si les gens ne sont pas d'accord, on va changer la vie. Voilà encore une conséquence. Alors, pendant la Révolution française, on ne change pas tout, bien sûr, ils n'ont pas eu le temps. Hein, la Révolution n'a pas duré assez longtemps. Mais vous savez qu'on a changé les poids et mesures, on a changé le décompte des années. 1792-93, c'est l'an 1 de la République. Et pendant 18 ans, on ne va plus compter en année chrétienne, on va compter en année républicaine. Hein. Les gens, d'ailleurs, ont eu le plus grand mal à s'y faire. Ça a été encore plus dur, d'ailleurs, pour eux, quand on a changé le nom des mois. Remarquez que là, c'était joli. Hein. Lorsque Fabre d'Églantine, le poète qui a fini à la guillotine, hein, lui aussi, hein, malgré tout. Hein. C'était très joli. Le problème, c'est que ça ne correspondait pas au calendrier chrétien. Donc, il fallait, à la fin de l'année, il fallait rajouter des jours. Alors, à la fin de l'année, vous aviez par exemple, mettons, le premier Brumaire en 2, bon, mais à la fin de l'année, on avait le premier jour supplémentaire, le deuxième jour supplémentaire. Là, c'était moins poétique. Hein. On a changé le costume, hein, les sans-culottes. Ah, ça devient difficile de porter une culotte, hein, pendant la Révolution française. C'est mal vu, parce que ça veut dire qu'on
qu'on est un bourgeois ou un aristocrate. On a changé les formules de politesse. On dit plus monsieur et madame parce que ça évoque la noblesse. Les citoyens, citoyennes. Ça, c'est démocratique. Voilà, donc vous voyez cette idée de... On refait tout. On refait tout à zéro et on repart sur des bases nouvelles. Voilà, en somme, les utopies de la Révolution française. Alors, je vais vous citer une phrase d'un député de la Convention qui s'appelait Boissy d'Anglas, le nom ne vous dit rien, mais c'était vraiment pas un extrémiste, hein, c'était plutôt un centriste. Et voilà, dans un discours à la Convention, ce que dit Boissy d'Anglas avec une flamme extraordinaire. Songez que pour régler les destinées du monde, vous n'avez qu'à vouloir. Vous êtes les créateurs d'un monde nouveau. Dites que la lumière soit et la lumière sera. Ouais, c'est ça qu'il faut appeler le prométhéisme, une ambition prométhéenne. Hein. Il suffit de vouloir. La gauche, c'est aussi ça. C'est aussi un volontarisme. Si on veut faire les choses bien, on va y arriver. Quoi qu'il arrive. Un élément de plus dans la définition. Enfin voilà les différents éléments constitutifs de ce qu'on peut appeler cette idéologie de gauche. Hein. Le libéralisme, je le rappelle, l'anticléricalisme et le progressisme. Voilà, c'est ça le sens de l'histoire pour les hommes de la Révolution. Vous savez, dans les sociétés religieuses, dans les sociétés traditionnelles, il n'y a pas proprement parlé d'histoire. Il y a toujours une histoire, hein, objectivement, les choses changent, elles ne restent pas toujours pareilles, mais on n'a pas le sens de l'histoire, on n'a pas la notion que les choses changent et doivent changer. La vie des hommes n'est qu'un éternel retour. Un éternel retour. Le retour aux sources des grands ancêtres, des prophètes, des législateurs, des rois plus ou moins mythiques. Ils ont tout créé, ces gens-là. Donc, ils nous ont tout donné, alors il faut garder cet héritage, le conserver et le perpétuer. Retour à la création du monde, retour à la loi divine qu'on a tendance souvent à abandonner, et puis retour donc à ce passé fondateur, celui des traditions, de la religion, de toute l'expérience accumulée par les hommes au cours des siècles et qu'on appelle la sagesse des nations. Voilà, ça c'est dans les sociétés traditionnelles, voilà comment on sent les choses. Les sociétés modernes, au contraire, se tournent vers l'avenir. Un avenir radieux, évidemment. Des lendemains qui chantent. Et l'histoire, du coup, n'est pas faite de fidélité au passé, elle n'est pas faite de recommencement, mais d'innovation perpétuelle. Nous vivons totalement dans ce monde-là, hein, où il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait pas un changement, une innovation. Dans les entreprises, il y a toute une partie des entreprises qui ne se consacrent qu'à ça, hein, recherche et innovation. Mais ça, c'est les sociétés modernes. C'est des sociétés qui respectent plus ou moins le passé, mais au fond, on s'en fout du passé. Ce qui compte, c'est ce que sera demain. Vous voyez, ce changement de paradigme, il est absolument phénoménal et on ne s'en rend plus bien compte. Et là, on peut dire que la gauche, ça c'est un élément de définition, la gauche est un futurisme, alors que la droite est un passéisme. C'est un peu le simplificateur, naturellement. Mais en deux mots, ça résume le changement de mentalité qui apparaît avec le XVIIIe siècle, hein, avec les Lumières et avec la Révolution française. Donc il y a donc un sens de l'histoire, on ne le savait pas, mais si, il y a un sens de l'histoire, au double sens du mot sens, si vous me suivez bien. C'est-à-dire au sens d'une signification, l'histoire, elle signifie quelque chose, c'est pas n'importe quoi l'histoire, hein, c'est pas le hasard, c'est pas... Il y a une signification. Et l'autre sens d'une finalité, c'est-à-dire la direction, hein, comme sur la route. Hein. C'est dans ce sens qu'il faut aller. Donc voilà les deux sens. Donc la signification de l'histoire, c'est quoi pour les révolutionnaires? C'est l'émancipation des hommes de toute tutelle, qu'elle soit divine, ou royale, ou locale. C'est l'histoire de l'émancipation. Si vous reprenez la façon dont on écrit l'histoire
au début du XIXe siècle, on a l'impression que depuis les hommes préhistoriques, on a toujours été vers une émancipation progressive. Hein. Ce qui n'a pas été le cas. Il y a eu des périodes d'émancipation, il y a eu des périodes de retour en arrière, etc. Et la finalité de l'histoire, quelle est-elle? Alors, c'est, je dirais sinon, le paradis sur Terre. Ça, là, ce sont vraiment des extrémistes qui pensent ça. Mais en tout cas, une société harmonieuse, heureuse et réconciliée. Voilà, c'est dans ce sens qu'on va, c'est dans ce sens qu'il faut aller. Vous voyez, le double sens. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence comme ça. La gauche, c'est la référence au sens de l'histoire. Alors bien sûr, à l'épreuve des faits, ça ne va pas se passer comme ça. Hein, la Révolution française va sombrer dans la terreur, d'abord, hein, puis dans les coups d'État militaires, et puis finalement dans les guerres napoléoniennes. Donc on a pu se dire à un moment donné que, je sais pas, on s'était trompé de sens quelque part, peut-être. Hein. On n'avait pas pris la bonne voie. Voilà, pour finir cette première partie, je vous redis, je demande de noter qu'à ce moment-là, la répartition spatiale entre gauche et droite n'est pas vraiment fixée. Par exemple, à la Convention, l'Assemblée qui a été élue en 1792, hein, les députés qu'on appellerait de gauche, ils ne sont pas de gauche, ils sont en haut. C'est-à-dire sur les gradins supérieurs de l'Assemblée. C'est pour ça qu'ils se font appeler les montagnards. Et les centristes ou les gens de droite, on les appelle la plaine, parce qu'ils sont dans les gradins d'en bas. Les montagnards ne disent pas la plaine, ils disent le marais. Donc vous voyez, là, la répartition spatiale n'est pas gauche et droite, mais haut et bas. Donc ça a évolué, ça a mis du temps à se fixer. Et c'est seulement à partir de 1815, sous la Restauration, que la répartition que nous connaissions, hein, la répartition spatiale entre gauche et droite, va se fixer définitivement. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie. Je laisse la découvrir. Donc c'est ce qu'il faut appeler le moment libéral de la gauche. Donc c'est la première moitié du XIXe siècle, en gros. Qu'est-ce qui se passe en 1814-1815? C'est l'effondrement de l'Empire de Napoléon et la restauration des Bourbons. Donc deux rois vont se succéder. On va les voir. Christine? Voilà, Louis XVIII, d'abord, qui règne pendant 10 ans. Louis XVIII qui s'appelait avant le comte de Provence. C'est le frère cadet de Louis XVI. Le fils de Louis XVI, le fameux Louis XVII, qui n'a jamais régné, évidemment, hein, fait qu'on saute un numéro et on passe à Louis XVIII. Alors, à la fin de sa vie, Louis XVIII était dans un état assez pitoyable, à force d'obésité, enfin de mangeaille, de beuverie, et d'une vie absolument pas hygiénique. Il avait besoin de béquilles pour se déplacer, il fallait le porter pour qu'il monte dans sa voiture. Ça n'a pas une grande importance, hein, simplement, ça nous aide à reconnaître le personnage. Louis XVIII n'a pas d'enfant. Donc en 1824, à sa mort, qui va lui succéder? Le troisième frère, vous voyez, les trois frères, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, se sont succédés à la tête du royaume. Charles X, qui s'appelait le comte d'Artois, hein, avant de devenir roi de France, qui a donc succédé à son frère. Vous le voyez peut-être, son visage ne respire pas forcément l'intelligence. C'est vrai qu'il était spécialement pas malin, je dirais, hein, ce qui l'a conduit à des erreurs dramatiques, hein, qui lui ont coûté son trône. Parce que Charles X n'avait pas la sagesse de son frère. Louis XVIII a assez dit, on ne va pas rétablir l'ancien régime tel qu'il était, c'est pas possible. Hein. Il faut composer. On va faire un compromis entre la société d'Ancien Régime et la société moderne issue de la Révolution. Mais Charles X, il ne voit pas pourquoi. Mais pourquoi on rétablir pas l'Ancien Régime? Donc, à partir de 1827, il se lance dans des mesures qui mécontentent tout le monde. Il veut supprimer
au mois de juillet 1830, il veut supprimer toutes les libertés, prendre tous les pouvoirs pour lui, et ça va déboucher sur une nouvelle révolution. Vous savez, on a dit souvent, la France est le pays des révolutions. Eh bien, c'est pas faux. Hein. Si vous prenez l'histoire de l'Angleterre, il y a eu une révolution en Angleterre, mais après, ça a été vraiment fini. Hein. Donc, on va passer les diapos aux diapos suivantes. Voilà. Alors, dans cette assemblée, dans l'assemblée de la Restauration, vous savez, je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi est-ce qu'on appelle ça la monarchie censitaire. Parce que pour avoir le droit de vote, il faut payer des impôts, mais pas un peu d'impôts. Il faut avoir un taux d'imposition très élevé, hein, qu'on appelle le cens. Et qui est-ce qui a un taux d'imposition aussi élevé que ça? L'aristocratie, principalement, et la grande bourgeoisie. Des industriels, des banquiers, voilà. Et puis c'est tout. Alors vous imaginez que dans les assemblées de la Restauration, la gauche, forcément, n'est pas très forte, hein, mais elle existe quand même. Elle existe. Ce sont des libéraux, donc, hein, contrairement aux royalistes qui poussent à essayer de conserver le plus possible d'Ancien Régime. Il y a des députés libéraux. Ceux-ci ne sont pas des banquiers ou des industriels. Benjamin Constant, c'est un écrivain, l'écrivain peut-être le plus célèbre de son temps à cette époque. Il a écrit un roman, un succès phénoménal que tout le monde a oublié aujourd'hui, qui s'appelait Adolphe. Et c'est un homme extrêmement intelligent, donc c'est un peu le leader, Benjamin Constant, des libéraux, de la gauche de l'Assemblée. Et puis François Guizot, qui est un juriste, et dont je vais vous en parler dans un instant. Alors ces libéraux, qui sont-ils exactement? Ce sont des gens très modérés. Ils ne remettent pas en cause la monarchie. Ils ne sont pas républicains le moins du monde. Ils ne remettent pas en cause le suffrage censitaire. Ils sont attachés aux droits de l'homme, ça c'est vrai. C'est ce qui les distingue des députés du centre et de la droite. Ils sont très attachés aux droits de l'homme. Mais en même temps, ils se méfient de la souveraineté populaire telle qu'elle est prônée par Rousseau. Parce que pour eux, la souveraineté du peuple, c'est un pouvoir absolu. Exactement comme l'était la monarchie de droit divin. Pour les libéraux, un pouvoir ne peut pas être illimité. Or, la souveraineté du peuple, elle est théoriquement illimitée. Les libéraux, ce sont des rationalistes, hein, des individualistes, mais surtout des rationalistes. Alors, ils se défient des passions collectives. Les passions collectives, c'est vrai, il faut bien le dire, on les a vues s'exercer pendant la Révolution française, hein, avec des déchaînements de violence, de haine, etc. Alors les libéraux se disent, si on confie la politique à des gens comme ça, non, c'est pas possible. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils ont gardé de la Révolution, les libéraux? Essentiellement une grande part d'anticléricalisme. Il y a une formule qu'on emploie à l'époque, c'est l'union du trône et de l'autel. L'union du trône et de l'autel. C'est-à-dire la monarchie et l'Église catholique sont liées comme les 10 doigts de la main. On ne peut pas les séparer. L'Église sert la monarchie et la monarchie sert l'Église. Alors ça, les libéraux, ils ne peuvent pas supporter ce genre d'idée. Alors on ne les appelle pas de gauche et de droite, hein, tous ces gens, on dit plutôt les conservateurs et les libéraux. C'est-à-dire à la mode anglaise. On utilise les mots anglais. On dit aussi autrement, on dit aussi le parti de l'ordre et le parti du mouvement. Le parti de l'ordre, c'est la droite, celle qui veut conserver l'ordre ancestral. Le parti du mouvement, c'est les libéraux qui veulent changer les choses, améliorer, faire des réformes, faire évoluer le régime vers plus de liberté. Voilà ce qu'est la gauche parlementaire. Parce qu'il y a aussi une gauche extra-parlementaire, et ça, c'est la gauche républicaine. Elle est représentée par les militants républicains, dont les deux plus importants sont Raspail, Raspail qui est connu parce qu'il a un boulevard à Paris, hein, c'est un grand révolutionnaire. Blanqui aussi a une avenue ou un boulevard, je ne sais plus. Le plus important des deux, c'est Blanqui. Blanqui, c'est un personnage tout à fait extraordinaire.
c'est pratiquement un révolutionnaire professionnel. Il a décidé de consacrer sa vie à la Révolution, à créer la République. Et pour ça, pour lui, le seul moyen, c'est l'insurrection. Il faut faire des conspirations, des complots, se soulever, s'emparer d'une caserne, avoir des armes. Ensuite, on jette les ouvriers sur les barricades, et puis ça y est, la révolution est faite. Alors il l'a fait je ne sais combien de fois, ça a échoué tout le temps, et du coup il s'est retrouvé l'essentiel de sa vie adulte en prison. On l'a appelé Blanqui l'enfermé. L'enfermé. Il a fait toutes les prisons les pires, du Mont-Saint-Michel au château d'If, enfin toutes les pires prisons du royaume, il les a faites, et il a passé l'essentiel de sa vie. C'était un homme qui avait une grande valeur politique, une grande intelligence, même s'il était buté sur cette obsession de l'insurrection. On peut penser que quand il y a eu la Commune de Paris, la 4e Révolution française, quand il y a eu la Commune de Paris, si Blanqui avait été libre à ce moment-là, la Commune aurait eu un leader à la hauteur de la situation. Mais, comme d'habitude, Blanqui était enfermé, loin de Paris, et il n'a donc pas participé à la Commune. Voilà, ça c'est les républicains, les militants républicains. Ils sont dans l'illégalité, la plupart du temps, mais ce sont eux qui vont faire la révolution de 1830. Alors cette révolution de 1830, on va voir une autre... Voilà, vous avez Trois Glorieuses. Ça nous appelle les Trois Glorieuses. Pourquoi? Elle a duré 3 jours seulement. 3 jours de barricades, où Paris s'est couvert de barricades, parce que Charles X avait supprimé les libertés. Les militants républicains ont poussé les étudiants et les ouvriers à descendre dans la rue, faire des barricades, et Charles X a été obligé de se sauver en Angleterre. Ces 3 Glorieuses, c'est le 27, le 28 et le 29 juillet 1830. On a depuis, sur la place de la Bastille, à Paris, élevé la fameuse colonne de juillet qui commémore cette révolution. Et puis il y a un autre document qui commémore de façon extraordinaire cette révolution, c'est le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Et il est intéressant ce tableau parce que, bien sûr, on a l'allégorie de la République, Marianne dépoitraillée, parce qu'elle est la nourricière, elle est la mère de la patrie. Bon. Mais si vous regardez les personnages autour, bon, c'est pas bien net parce qu'on a beaucoup de lumière, mais c'est pas grave. Vous voyez l'alliance qui se réalise entre la classe ouvrière, enfin entre le petit peuple de Paris et la bourgeoisie. Par exemple, à droite, vous avez un enfant du peuple qui fait penser à Gavroche. Vous savez, les Misérables, c'est le sujet. Et puis, vous avez aussi, tout à fait à gauche, encore un ouvrier. Et puis, par contre, au centre-gauche, vous avez un bourgeois, avec sa redingote, son haut de forme. Donc il y a des bourgeois dans la rue, il y a des bourgeois sur les barricades. Il n'y a pas que des ouvriers. C'est surtout beaucoup des étudiants qui font cette révolution. Bref, la révolution réussit. Qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, la République. Ah, mais c'était compté sans l'habileté des libéraux. Les libéraux, ils ne veulent pas de République. Et alors, ils ont trouvé une solution qu'on va voir sur la diapo suivante. Voilà, alors là, on voit très bien. Vous voyez ces 2 personnages. Celui de droite, c'est Lafayette. Le vieux Lafayette. On l'a connu très jeune, quand il est parti en Amérique pour aider les Américains. On l'a connu encore pendant la Révolution, où il a été un des leaders de la Révolution. Et le voici à la fin de sa vie, il a plus de 70 ans, et il joue encore un rôle politique, et lui, il a la solution. C'est de garder la monarchie, mais en changeant de dynastie. En faisant monter sur le trône une partie de la famille des Capétiens qui est plus populaire que les Bourbons. Ce sont les Orléans. Alors, la personne qui l'embrasse et qui l'accueille, c'est le duc d'Orléans, Louis-Philippe d'Orléans. Je vais vous en dire un mot, mais on va le regarder lorsqu'il est devenu roi. Alors, qui sont les Orléans? Ce sont les descendants de Monsieur. Je ne sais pas si quand je dis tout simplement Monsieur, ça veut dire quelque chose. C'était le frère de Louis XIV, le protecteur de Molière, par exemple. C'est grâce à lui, au duc d'Orléans, que Molière a pu percer, être présenté au roi. Bon, voilà. Et le fils de Monsieur, Philippe d'Orléans, lui aussi, est devenu régent du royaume à la mort de Louis XIV.
pendant que Louis XV était trop petit pour régner, il a gouverné la France pendant 8 ans. Et il avait la réputation d'un homme beaucoup plus libéral que son oncle Louis XIV. La Régence, ça a été une période qui est apparue comme... on va souffler un peu parce que l'idéologie Louis XIVienne, on n'en peut plus. Le petit-fils, toujours Philippe d'Orléans, il est là pendant la Révolution française. Et il se fait élire, chose curieuse, à la Convention. La Convention, l'Assemblée nationale qui a été élue pour décider du sort de la monarchie. Il est député à la Convention et quand arrive le vote pour savoir ce qu'on va faire de Louis XVI, il vote pour la mort du roi, la mort de son cousin Louis XVI. Il vote pour la mort. Alors il est très populaire pendant un temps. On l'appelle Philippe Égalité. Lui aussi il passera à la guillotine. Vous savez, c'est une mécanique qu'on n'arrête pas comme ça. Hein. On l'a vu dans toutes les dictatures. Eh bien, Louis-Philippe d'Orléans, c'est le fils de Philippe Égalité. Et donc, cette famille d'Orléans, elle a une réputation de, on va dire, de libéralisme. Hein, on se dit, oh, bah, si on a un Orléans sur le trône, on n'aura pas les problèmes qu'on a eus avec les Bourbons. Et c'est comme ça qu'est établie une nouvelle monarchie, qu'on appelle la monarchie de Juillet, puisqu'elle est née en juillet 1830, et qui va durer jusqu'en 1848, avec un roi qu'on n'appelle plus le roi de France, pour marquer la différence, mais le roi des Français. Vous voyez, la nuance est quand même significative. Voilà pour ces trois glorieuses, pour ce changement de régime. Les républicains ont été floués en quelque sorte, hein. Ils se sont fait voler leur révolution. Et par contre, les libéraux qui sont au pouvoir avec Louis-Philippe, par exemple François Guizot, vous avez vu tout à l'heure, qui va gouverner la France pendant une grande partie du règne de Louis-Philippe, ces libéraux, on les appellera les orléanistes. On distinguera parmi les monarchistes les légitimistes, ceux qui sont partisans des Bourbons, et les orléanistes, les partisans des Orléans. Et alors ces orléanistes, ces libéraux qui étaient de gauche sous la Restauration, ben en fait maintenant c'est eux qui ont le pouvoir, donc ils sont passés à droite. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans l'histoire de France, des partis de gauche qui se transforment progressivement en partis de droite. Alors ce sont toujours des libéraux, mais des libéraux qui insistent sur le libéralisme économique. Selon une formule qu'on avait beaucoup évoquée au XVIIIe siècle, qui est laisser faire, laisser passer. C'est ça le libéralisme. Laisser faire, laisser passer, ça veut dire quoi? Laisser faire les patrons, laisser faire les industriels. C'est eux qui savent ce qui est bon pour produire, pour augmenter la production, etc. Donc, aucune contrainte, aucune loi sociale, on dirait aujourd'hui, ne doit peser sur les chefs d'entreprise. C'est ça que ça veut dire laisser faire. Et laisser passer, ben, ça veut dire supprimons les droits de douane, supprimons les frontières, laissez passer les marchandises, les capitaux, les migrants, tout ça doit circuler, parce que c'est cette circulation qui fait la prospérité de l'économie. Voilà ce que sont les libéraux orléanistes. Et alors, le grand slogan de Guizot, c'était « Vous voulez participer à la vie politique? Enrichissez-vous. Parce que si vous devenez riche, vous allez dépasser le niveau du sens et vous allez devenir électeur. Donc la solution pour l'égalité, c'est que tout le monde devienne riche. Oui. Donc c'est plus la gauche. La gauche, c'est quoi désormais? C'est la République. C'est l'espoir, hein, que la République sera un régime vraiment différent. Mais le fait nouveau dans cette époque, c'est-à-dire autour de 1830, c'est l'apparition d'un ovni politique qui s'appelle le socialisme. Alors, ne nous y trompons pas, à l'origine, le socialisme n'est pas à gauche. Mais alors, pas du tout. Parce que la politique, ils en ont absolument rien avec le peuple. Encore moins avec la classe ouvrière. Les socialistes, c'est le parti des intellectuels, enfin, d'un certain nombre d'intellectuels. Hein. Il faut en citer trois. Saint-Simon, qui est un noble, hein, c'est le descendant du duc de Saint-Simon qui a écrit ses mémoires sous Louis XIV, Charles Fourier, et puis Louis Blanc. Alors, en deux mots, qu'est-ce qu'ils apportent, ces socialistes?
ils apportent deux nouveaux concepts. Pour Saint-Simon, c'est le concept d'organisation. Alors oui, nous sommes dans une société libérale, mais cette société libérale, il ne faut pas la laisser naviguer au gré des vents et des intérêts de chacun, il faut l'organiser. Il faut organiser la société pour qu'elle soit efficace. Et puis l'autre mot, celui de Charles Fourier, c'est l'association. Il faut s'associer, il faut que les travailleurs en particulier s'associent entre eux, par groupe de 1500 environ, il avait fixé un chiffre très très précis, hein, et ils vont créer des îlots de socialisme, quelque part en France, qu'on appellera des phalanstères. Les phalanstères, donc c'est ça, c'est une communauté de gens qui mettent tout en commun pour vivre ensemble, pour produire ensemble. Le problème, c'est qu'il faut de l'argent, il faut acheter des terres, il faut construire des bâtiments, où trouver l'argent? Alors c'est là que c'est amusant parce que ces socialistes utopiques, ils sont d'une naïveté incroyable. Ils pensent qu'on va demander aux capitalistes, qui sont gentils, tout le monde est gentil dans l'idéologie de gauche, hein, donc on va demander aux capitalistes de bien vouloir financer le socialisme. Ça, c'est pas mal. Hein. Et alors, Charles Fourier publiait un journal, hebdomadaire, je crois, et à la fin de son journal, il mettait « Pour tous les hommes de bonne volonté qui voudront bien apporter leur argent pour nous aider à créer le socialisme, je serai chez moi tous les jours à 5 heures. » Il a attendu toute sa vie, personne n'est jamais venu à 5 heures chez Fourier pour financer le socialisme. Le troisième homme est un peu plus réaliste, c'est Louis Blanc. Louis Blanc, il va jouer un rôle dans la Révolution de 1848. Alors lui, il fait l'alliance des deux, hein, de l'organisation et de l'association. C'est-à-dire qu'il pense qu'effectivement, les ouvriers doivent s'associer, créer des unités de production ensemble, mais avec le soutien de l'État. Parce que sans l'État, ils n'y arriveront pas. Et pour la première fois, l'idée que l'État doit participer à la construction d'une société meilleure apparaît avec ce personnage de Louis Blanc. Voilà, vous l'avez compris, je pense, avec cette deuxième partie. Hein. De nouveau, on voit que la gauche est tiraillée entre deux contraires, l'individualisme d'un côté et le socialisme de l'autre. D'ailleurs, ce mot socialisme, il a été inventé dans les années 1830 comme l'antonyme, enfin le contraire du mot individualisme. Le mot individualisme venait d'apparaître, hein, c'est dans ces années-là qu'apparaissent tous les grands mots en isme que nous utilisons aujourd'hui. Donc il y avait l'individualisme libéral, hein, alors on a créé le mot socialisme comme étant son opposé. Donc il y a une contradiction entre les deux, hein. Il va peut-être entre la question des libertés et la question sociale, il y a quelque chose qui coince, quoi. Hein. De nouveau, la gauche va être tiraillée par ce... Mais à cette époque, on ne se fait pas trop de soucis parce qu'on pense qu'un jour la République va arriver et qu'avec la République, tout ira bien. Elle est parée de toutes les vertus et elle va résoudre cette contradiction. Effectivement, la République apparaît en 1848, troisième Révolution française. Louis-Philippe a tellement abusé de son pouvoir que les ouvriers parisiens, les étudiants aussi, se révoltent en février 1848. De nouveau, Paris se couvre de barricades et Louis-Philippe s'enfuit à Londres. Il va rejoindre son cousin. Napoléon III fera pareil plus tard. Tous les souverains français se sont réfugiés à Londres, hein, à la fin de leur vie. Et donc, Louis-Philippe étant parti, on proclame la République au balcon de l'Hôtel de Ville de Paris, c'est toujours là que ça se passait. Ce sera donc la deuxième République, avec un gouvernement provisoire, présidé par, tenez-vous bien, Lamartine, le grand poète de l'époque. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de Benjamin Constant. À l'époque, les intellectuels font de la politique. Ou les hommes qui font de la politique, on pourrait renverser les choses, sont des intellectuels, ce qui est rarement le cas aujourd'hui. C'est pas peu dire. Lamartine comme président et comme ministre du Travail, Louis Blanc, justement, le socialiste. Et Louis Blanc va créer des ateliers nationaux, parce que la situation sociale apparaît épouvantable. Il y a peut-être 200 000 chômeurs qui crèvent de faim, carrément. Alors il crée des ateliers nationaux.
Qu'est-ce que c'est les ateliers nationaux? Ils créent des grands chantiers dans Paris, de réfection des rues, de reconstruction de tel ou tel bâtiment, et les ouvriers pourront y travailler pour 1,50 franc par jour, ce qui n'était pas beaucoup, mais qui leur permettait de vivre, de survivre. Et donc pendant quelques mois, c'est vraiment l'illusion lyrique. Alors, la Deuxième République, c'est la fraternité, tout le monde s'aime. Même avec l'Église, on fraternise, les curés vont embrasser les républicains. On n'avait jamais vu ça. On pensait que l'Église était pour toujours liée à la monarchie. Mais pas forcément. Il peut arriver que l'Église soit du côté du peuple. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a eu des difficultés financières et le gouvernement républicain a décidé de supprimer les ateliers nationaux. C'est-à-dire de mettre à la rue, du jour au lendemain, les 200 000 chômeurs qui arrivaient à survivre grâce à ça. Alors immédiatement, de nouveau, Paris s'est couvert de barricades. Les ouvriers se sont révoltés au mois de juin 1848. Et alors là, ça a été un massacre, un véritable massacre. On a exterminé les ouvriers parisiens à tour de bras. Hein. Et qui est-ce qui a fait ça? Un gouvernement républicain. Alors là, on s'est dit, tiens, bizarre, la République, on pensait que ça allait résoudre les problèmes. Pas du tout. C'est un fossé de sang qui se crée entre la gauche, on va dire la gauche modérée, hein, qui est au pouvoir, et puis la gauche plutôt socialiste ou radicale, qui est du côté des ouvriers. Et puis, il va y avoir une nouvelle constitution, avec des élections, et dans cette nouvelle constitution, on crée une institution qui n'existait pas, la présidence de la République. La première République n'avait pas eu de présidence, mais dans la constitution de 1848, il y aura un président avec beaucoup de pouvoir, hein, et on va faire des élections. Et le 10 décembre 1848 ont lieu les élections. Alors Lamartine est candidat. Je crois que sur 5 millions de voix, il a dû en avoir 30 000, le pauvre. C'est un échec terrible pour lui. Il croyait qu'on l'aimait, mais non. Oui, les poètes l'aimaient, mais bon, le peuple, non. En fait, ils ne le connaissaient pas, personne ne le connaissait. Et tous les autres candidats, il y a Raspail qui est candidat, etc. Mais dans les campagnes, on vient d'instaurer le suffrage universel. Pour la première fois, 30 millions de Français vont voter. Pas 30 millions de Français, il faudrait diviser par deux. 15 millions de Français vont voter. Voter, mais comment on fait? Enfin, c'est compliqué, on ne sait pas ce que c'est que de voter. Hein. Et pour qui on va voter? Alors on regarde les noms quand on sait lire. Lamartine, ne connaît pas. Raspail, qui est celui-là, le de Rollin, jamais entendu parler. Ah, Bonaparte! Ça, c'est un nom qu'on connaît. Car le prince Louis-Napoléon Bonaparte, revenu de son exil en Angleterre, lui aussi, hein, le neveu de Napoléon Ier, voilà une occasion de prendre le pouvoir. Il est candidat aux élections et il fait un malheur. Il fait, je ne sais plus combien, 70% des voix, hein, dès le premier tour. Il est élu président de la République. Et il passe 3 ans à préparer son coup d'État, sa prise du pouvoir, qui a lieu le 2 décembre 1851. Alors le 2 décembre, vous savez, pour les Bonaparte, c'est une date fétiche. Hein. Il y a des gens d'ailleurs qui sont nés le 2 décembre, il faut qu'ils y pensent. Hein, c'est une date très importante. Le 2 décembre, c'est le jour du sacre de Napoléon Ier. Le 2 décembre 1804. Et le 2 décembre 1805, c'est la victoire d'Austerlitz. C'est le soleil d'Austerlitz, la plus belle victoire de Napoléon. Et bien, le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon choisit ce jour-là pour, pendant la nuit, convoquer l'armée et faire arrêter tous les députés, l'Assemblée nationale est dissoute, etc. Et 1 an plus tard, le 2 décembre 1852, il va faire proclamer par référendum le Second Empire, avec donc un nouvel empereur. Voilà, c'est Napoléon III, qui va donc régner pendant 18 ans, hein, comme Louis-Philippe, entre 1852 donc, et 1870. Alors, le suffrage universel existe toujours. Il a été assez habile pour ne pas le supprimer, mais il s'est arrangé pour que soit les élections sont truquées, soit il y a un candidat officiel, et on dit bien à tout le monde que c'est pour lui qu'il faut voter, enfin bon, ce qui fait qu'il n'a pas trop de problèmes, sauf sur la fin. Et pendant ce temps-là, les républicains rongent leurs freins
2 républiques ont déjà échoué, et ils ont la nostalgie de la République. Et ils rêvent d'une 3e République. Si un jour on peut se débarrasser de Napoléon le Petit, comme l'appelait Victor Hugo, alors cette fois-ci, on ne la refera pas, hein, la République, on la tiendra solidement. Donc ils rêvent. Et alors là, il y a un climat d'unité entre tous les républicains, qui soient des descendants des fusilleurs du mois de juin ou des descendants des républicains qui étaient du côté du peuple. Il y a une espèce d'unanimité parce qu'on est dans le rêve. Et il y a un historien de la Troisième République, quelques années après, Alphonse Hollard, qui a écrit cette phrase « Ah, que la République était belle sous l'Empire !» Et oui, elle sera beaucoup moins belle quand elle va se réaliser après la guerre de 1870. Bon, ça vous le savez, Napoléon III commet l'erreur de déclarer la guerre à la Prusse, hein, et cette guerre est perdue en 1870. Il se fait coincer avec son armée dans la ville de Sedan, et donc le 2 septembre 1870, il doit capituler, il est prisonnier en Allemagne, et il va terminer sa vie en Angleterre, lui aussi, comme tout le monde. Et dès qu'on apprend la nouvelle de la défaite de Sedan, quand on apprend à Paris que Napoléon III est prisonnier des Allemands, enfin des Prussiens, eh bien immédiatement, les républicains en profitent, se précipitent au balcon de l'hôtel de ville et ils proclament la 3e République. C'est le 4 septembre. Hein, il y a beaucoup de rues du 4 septembre en France, il y en a une à Vienne. C'est le premier jour de la 3e République, sauf que cette République, quand on va faire les premières élections, ce sont les monarchistes qui gagnent. Alors la situation va être un peu compliquée. Et puis les Parisiens, quand ils voient que les monarchistes ont gagné, hein, ils se soulèvent, et c'est la 4e Révolution française, la Commune de Paris, en 1871. Et cette Commune de Paris, ça va être de nouveau un fossé de sang, puisque lorsque, au mois de mai 1871, l'armée commandée par un gouvernement républicain, même si hein, c'est plus compliqué que ça, mais enfin, officiellement, c'est la République. C'est un massacre pendant la semaine sanglante. En quelques jours, 30 000 ouvriers, 30 000 communards sont fusillés, lynchés. Enfin, c'est absolument épouvantable. Un nouveau fossé de sang s'établit entre les deux gauches. Hein, la gauche modérée, qui est prête à faire des compromis avec les monarchistes, et la gauche révolutionnaire, qui n'est pas encore très forte, mais qui commence à se renforcer à cette époque. Alors, j'en parlais des socialistes, hein, puisque, entre-temps, le socialisme s'est développé avec 2 tendances. 2 tendances représentées par 2 hommes, Proudhon et Karl Marx. Alors, je n'ai pas besoin de vous présenter Karl Marx, et je ne vais pas perdre du temps à développer ce qu'est le marxisme, vous en avez tous une vue générale. Par contre, Proudhon, il est aujourd'hui presque inconnu. C'est le seul socialiste à l'époque qui soit un ouvrier. Tous les socialistes sont des intellectuels, hein. Il n'y a pas d'ouvriers à cette époque, hein, parmi eux. Mais lui en est un, et il a une pensée socialiste, mais une pensée extrêmement confuse. La plupart du temps, on n'y comprend rien à ce qu'il veut. Il a publié je ne sais combien de livres, mais extrêmement confus. Mais on pourrait dire, c'est aussi un oxymore, que c'est l'homme d'un socialisme individualiste. Ça paraît contradictoire, mais en fait, c'est ce qu'on peut appeler le socialisme libertaire, ou anarchiste, si vous voulez. Les anarchistes sont des individualistes, tout en étant de gauche, hein, en quelque sorte. Donc, Proudhon développe un certain nombre de théories, qui sont d'ailleurs, qui ont joué un certain rôle. Hein. Il prône la libre association des ouvriers, il prône le mutualisme. C'est en mutualisant les tâches, les finances, qu'on va s'entraider les uns les autres. Et il prône le fédéralisme. C'est-à-dire qu'à la sortie, quand tout le monde aura créé des mutuelles, des associations de travailleurs, toutes ces associations vont se fédérer pour créer une société socialiste. À côté de ça, il est carrément franchement réactionnaire sur des tas d'aspects. Il condamne la grève. Non, la grève, c'est pas bien... On ne doit pas employer des moyens violents pour faire le socialisme, la grève c'est violent, etc. Il condamne toute protection sociale,
toute protection accordée par l'État, je veux dire, c'est aux ouvriers de se débrouiller, qui se débrouillent entre eux. Hein. Il condamne même l'enseignement gratuit obligatoire. Ouais, pour un socialiste, c'est curieux. Enfin, c'est un homme très, très, très étrange hein, dans l'histoire du socialisme. Alors, c'est l'opposé de Marx. Hein. Mais ce qui représente, d'ailleurs, ils n'ont pas arrêté de polémiquer tous les deux, hein, par livres et articles interposés, ils se détestent. Mais ce qui reste de Proudhon, c'est qu'il introduit l'anarchisme dans la classe ouvrière, au fond. Il y a un anarchisme ouvrier. L'anarchisme, c'était plutôt quelque chose de bourgeois, effectivement très individualiste. Là, il va y avoir un anarchisme ouvrier qui va se développer à partir de lui. En tout cas, Proudhon et Marx, aussi opposés soient-ils, ont quand même un point commun, c'est un certain messianisme. C'est-à-dire que pour eux, le prolétariat, c'est comme le peuple élu. Le prolétariat, c'est une classe qui va régénérer l'humanité. Hein, si le prolétariat arrive au pouvoir, il y aura un homme nouveau qui aura les qualités des prolétaires et qui va faire une société heureuse. Et on est toujours dans cette utopie messianique, un jour. Alors on attend ce jour-là. La Révolution, on l'attend toujours d'ailleurs. Hein. On appelait ça le grand soir. Un grand soir, la Révolution va éclater et tous les problèmes de l'humanité seront réglés. Donc, bon, pour Marx, c'est un petit peu plus compliqué, hein, sa pensée est beaucoup plus élaborée. Mais enfin, quand même, il y a cette idée que les ouvriers ont une mission sur la Terre qui est de supprimer les inégalités, de supprimer les classes sociales. Je ne suis pas bien en avance, mais c'est d'accélérer. Voilà. Donc je reviens à la Commune de Paris, hein, un massacre épouvantable qui fait que pendant environ 20 ans, le socialisme est hors jeu. Il s'était développé pendant le Second Empire parce que Karl Marx avait créé l'Association internationale des travailleurs. C'est ce qu'on a appelé après la Première internationale, c'est-à-dire une réunion d'ouvriers essentiellement français, anglais, allemand, suisse, espagnol, à la rigueur. Et dans toute l'Europe occidentale, c'était l'idée que les prolétaires n'ont pas de patrie, les prolétaires sont tous des frères, et ils vont tous aller dans le même sens, qui est la révolution mondiale. Et il y avait un certain nombre d'ouvriers français qui étaient devenus des membres de l'Internationale. Ils ont joué d'ailleurs certaine importance dans la Commune de Paris. Mais après la Commune de Paris, c'est la catastrophe. La moitié des militants sont morts, l'autre moitié a été déportée en Nouvelle-Calédonie, hein, où ils vont passer 10 ans. Il faudra attendre 1880 pour qu'il y ait une amnistie des communards. Amnistie d'ailleurs à laquelle a beaucoup contribué Clémenceau, hein, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Donc en 1880, les communards sont rentrés, alors petit à petit, ils ont repris la vie politique, mais d'une façon alors anarchiste, chacun avec sa petite chapelle, et donc on va voir, je crois, voilà, c'est ça. Voilà. Donc les royalistes ont tenté de restaurer la monarchie, ils ont échoué. En 1879, la République est bien assurée. Et donc les socialistes, dans les années 1880-1890, ils sont éparpillés en petites chapelles. Donc il y a les guédistes. Alors ça vient du nom de Jules Guesde. Je ne sais pas si je vais en photo après, Jules Guesde, la suivante. Ouais, c'est ça. Voilà deux grands noms du socialisme à cette époque. Alors Jules Guesde, c'est un ancien communard, hein, comme presque tous, hein, et c'est un marxiste. Enfin, il se veut marxiste. Marx disait, si Jules Guesde est marxiste, alors moi je ne suis pas marxiste. Enfin bon, en gros, les idées marxistes se répandent par l'intermédiaire de ce groupe. Il a créé un parti, le Parti ouvrier français, et puis très vite il y a une scission entre les plus modérés et les plus révolutionnaires. Vous savez, vous connaissez cette boutade sur les trotskistes? 2 trotskistes, ça fait un parti. 3 trotskistes, ça fait une scission. Eh bien, c'était un peu ça, le socialisme. Alors, il y a Paul Brousse qui n'est pas d'accord avec Jules Guesde, donc il part, il crée son parti,
On les appelle les possibilistes. Hein. Ensuite, dans le parti de Paul Brousse, il y en a un autre qui est un peu plus révolutionnaire. Alors, il s'appelle Jean Alman. Alors, ça fait une nouvelle scission. Il y a les alémanistes, il y a les blanquistes. Blanqui est mort, mais les partisans de Blanqui sont toujours là. Et puis, alors, il y a des socialistes indépendants qui n'appartiennent à aucun parti, à aucune famille. C'est le cas de Jaurès. Jean Jaurès, qui est une figure majeure hein, de cette époque. Mais il y a aussi Francis de Pressensé, vous connaissez peut-être ce nom parce qu'il a une rue avenue Francis de Pressensé à Villeurbanne. Hein. Il y a aussi René Viviani, qui sera... Voilà, avenue Viviani. À Villeurbanne, on trouve tout le monde. Hein, je me demande pourquoi. Il y a Victor Augagneur. Ceux-là, ce sont des socialistes indépendants. Ils n'appartiennent à aucune chapelle, à aucun parti. Mais enfin, vous voyez, finalement, tout ça est très éclaté. Et au fond, jusqu'aux années 1890, le socialisme n'a aucune influence sur la politique française, bien qu'il ait quand même un certain nombre d'adhérents. Et puis là, il y a les anarchistes, que j'évoquais tout à l'heure. En marge du socialisme, il y a le mouvement anarchiste, les proudhoniens, qui se sont transformés hein, petit à petit en anarchistes. Ils faisaient partie de l'Internationale, ils ont été exclus. Hein, et donc les anarchistes vont sombrer peu à peu dans la violence. Il y avait une classe ouvrière révolutionnaire assez importante aux États-Unis, ça a beaucoup changé depuis. Et le 1er mai 1886, il y a une grande grève à Chicago, avec un soulèvement dirigé par les anarchistes, des militants anarchistes. Et bon, ben, cette grève échoue, elle est réprimée. 5 anarchistes sont condamnés à mort. Cette nouvelle se répand hein, un peu de partout, dans toute l'Europe. Et bientôt, Friedrich Engels, ça vous dit quelque chose, le compagnon de Marx, hein, celui qui a été le créateur de la première internationale avec Marx. Marx est mort, mais Engels crée une deuxième internationale, voilà, en 1889. Donc on l'appellera l'internationale ouvrière ou internationale socialiste. Hein. C'est donc la deuxième internationale. Eh bien, lorsque la deuxième internationale se crée à Paris, à son congrès de 1889, elle décide que le 1er mai, en souvenir de ce qui s'est passé à Chicago, le 1er mai sera une journée de lutte, de grève, pour la grande revendication de l'époque, c'était la journée de 8 heures. Hein. On travaillait facilement 11 heures encore, hein, à l'époque, 11 heures, voire 12 heures, selon les endroits, et ils réclament la journée de 8 heures. Donc chaque 1er mai, il y aura ces mouvements de grève et de manifestation. Eh bien, le 1er mai 1890, donc le 1er mai, hein, à Vienne, il y a une émeute, hein, en présence de Louise Michel. Alors, Louise Michel, c'est une communarde, c'est une femme assez extraordinaire, hein, beaucoup d'aspects, mais je n'ai pas le temps de m'étendre sur elle. Elle a été déportée en Nouvelle-Calédonie, elle revient en France, hein, et elle devient une des grandes figures du mouvement anarchiste. Et donc, pour le 1er mai 1890, on l'a invité à Vienne. C'est un ouvrier de la draperie qui s'appelle Pierre Martin, qui dirige les anarchistes viennois. Il l'a invité à Vienne pour faire un meeting. Les meetings, vous savez, à l'époque, les meetings politiques, ils avaient lieu au théâtre. Théâtre François Ponsard, aujourd'hui. Hein, on ne s'imagine pas, mais le théâtre François Ponsard, le théâtre de Vienne, donc, c'est pas longtemps que ça s'appelle comme ça a été le lieu de tous les grands meetings politiques à la fin du 19e siècle et pendant la première moitié du 20e siècle. C'était autant un lieu politique qu'un lieu de spectacle. Or, vous le savez, la salle n'est pas très grande. Hein. Alors donc, c'était compliqué. Quand il y avait 1000 à 1500 militants réunis, alors en fait, ils restaient dans la cour. Hein. C'était rue des Clercs, hein, la bourse du travail de l'époque. Bon, et donc, Louise Michel fait un grand discours, tellement enflammé, elle enflamme la foule, qui fait que le lendemain, le 1er mai, donc, la foule ouvrière se répand dans les rues du quartier Saint-Martin, hein, où sont la plupart des ateliers de draperie à l'époque, parce qu'Alvalu n'existe pas encore. Et là, c'est des actions de pillage, on pénètre dans les usines, on saccage tout, on déchire les tissus, etc. Il n'y a pas eu de mort, ni de blessés.
Mais ça a suffi pour que Pierre Martin soit condamné à 5 ans de prison. Et Louise Michel, alors Louise Michel, c'était un problème. Parce que Louise Michel, c'était vraiment la passionnariat. Elle était connue dans toute la France. C'était un écrivain en plus, Louise Michel, une écrivaine. Voilà, elle avait un très grand prestige. Et on n'a pas osé la mettre en prison. Alors ce qu'ils ont fait, c'est de déclarer qu'elle était folle. Et ils l'ont enfermée à l'hôpital psychiatrique, je ne sais pas où, à Lyon ou à Paris, je ne sais plus. Enfin bref. Vous voyez, le 1er mai 1890 démarre une période de violence ouvrière menée en particulier par les anarchistes. Mais au départ, ce sont des manifestations collectives, mais très vite, ça va dégénérer dans ce que les anarchistes appellent la propagande par le fait. Le fait, qu'est-ce que c'est? C'est montrer que le système capitaliste est faible, donc on va utiliser le terrorisme, l'assassinat, on va larguer des bombes, ça va faire une répression, les ouvriers seront solidaires avec les anarchistes, et ainsi de suite. Ça va engrener la révolution. C'est une très grande illusion. Mais là, vous avez toute une série pendant les années 1890 d'attentats. Vous connaissez sûrement le nom de Ravachol, qui est un militant anarchiste de Saint-Chamond, de notre région aussi, qui est un détrousseur de tombes, un voleur, un assassin. Enfin, il a assassiné je ne sais combien de juges. Bon, il a été condamné à mort, guillotiné, bien sûr, en 1892. Ensuite, on a Émile Henry, toujours en 1892, qui est un fils de communard, et qui lui aussi lance une bombe, je crois, dans un commissariat, qui fait 5 morts, enfin... Et ça ne s'arrête pas en 1893, c'est Auguste Vaillant qui lance une bombe au milieu de la Chambre des députés. Vous savez, il s'est installé dans les tribunes du public, et de là, en pleine réunion de la Chambre des députés, il lance une bombe. Malheureusement, quand il lance la bombe est déviée. Il y a une femme à côté de lui qui met la main, la bombe est déviée, donc ce qui fait qu'elle n'arrive pas au milieu des députés. Il n'y a pas de mort, il y a quand même des dizaines de blessés, mais il n'y a pas de mort. Pourtant, Auguste Vaillant va passer à la guillotine. Il y a une répression en direction du mouvement anarchiste qui est terrible. Alors, le plus intéressant peut-être de ces attentats pour nous qui sommes près de Lyon, c'est celui, on va regarder, d'un Italien, un anarchiste italien qui s'appelle Caserio, qui a entendu parler d'un séjour que devait faire le président de la République, Sadi Carnot, à Lyon, et il a décidé, pour marquer le coup, de l'assassiner. Alors il prend le train jusqu'à Vienne. Il est quand même prudent. Il ne prend pas le train jusqu'à Lyon, parce qu'il a peur qu'à Lyon, il y ait des policiers qui l'arrêtent. Il prend le train jusqu'à Vienne, et puis de Vienne à Lyon, il va à pied, et il se place sur le cortège officiel du président de la République, qui arrive place des Cordeliers, qui tourne dans la rue de la République. Ce que vous voyez au fond, c'est la rue de la République, et vous le voyez au premier plan, il se précipite avec un poignard sur la voiture ouverte du président, et il l'assassine. Coup de couteau, il va mourir quelques jours plus tard. Bien sûr, Caserio sera guillotiné lui aussi. Et puis tout ça va se terminer lamentablement en 1911-1912 avec la bande d'Abonneau. Donc là, c'est censé être des anarchistes, mais en réalité, c'est des purs criminels, quoi, en fait. Hein. Voilà, donc vous voyez, l'anarchisme a sombré complètement, pas complètement. Car beaucoup de militants se sont aperçus que le terrorisme était une voie sans issue, et ils se sont investis dans les syndicats. J'en reparlerai tout à l'heure. En tout cas, voilà, le bilan de cette époque, c'est que le socialisme, malgré sa variété, malgré sa richesse idéologique, malgré ses débats, ne compte pas à ce moment-là dans la vie politique française. Les républicains, eux, qui sont au pouvoir hein, depuis 1879, ben, ils ne sont pas plus unis que les socialistes. Hein. Ils sont désunis en 2 camps, représentés par 2 personnages qu'on va voir. Voilà. Léon Gambetta et Jules Ferry. Alors, au début, les républicains étaient tous unis sur un programme qu'on appelait le programme de Belleville. En 1869, au moment des élections législatives, Gambetta s'était présenté à la députation et il avait élaboré un programme républicain qui serait appliqué le jour où les républicains seraient au pouvoir. Et c'était un programme assez complet et assez avancé. Je vous cite rapidement ce programme. Liberté de la presse, qui n'existait pas, hein. Liberté d'association,
séparation de l'Église et de l'État, suppression de la présidence de la République et du Sénat, impôt sur le revenu, instruction primaire, gratuite, laïque et obligatoire. Voilà le programme de Belleville sur lequel étaient d'accord tous les républicains. Mais une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, Léon Gambetta et Jules Ferry, qui n'étaient pas d'accord entre eux, hein, ils avaient deux partis différents, mais ils étaient d'accord sur le fait qu'il fallait ménager la population, surtout la population rurale. Si on prenait des mesures trop rapides, trop violentes, ça allait détourner les gens de la République, et de nouveau, ils allaient voter pour les royalistes. Alors, il faut être prudent. Voilà, c'est ça l'idée de Gambetta, il faut être prudent. On ne va pas faire toutes les réformes, en tout cas pas d'un coup. On va les faire une à une, progressivement, en attendant à chaque fois le moment opportun. Lorsqu'on pensera qu'une réforme est faisable, qu'elle peut être acceptée par la population, alors on la fera. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les opportunistes. C'est aucun caractère péjoratif. Hein. Ça veut dire que c'est des républicains modérés qui veulent avancer pas à pas dans le... Alors il y a certains républicains qui n'acceptent pas ça. Ils disent, le programme de Belleville en entier et tout de suite. Alors on les appelle les républicains radicaux, bien sûr, hein, dont l'un des leaders est Georges Clemenceau, là vous le voyez, très jeune, dans les débuts de la Troisième République. Donc voilà, les républicains sont divisés entre opportunistes et radicaux qui n'arrêtent pas, Clemenceau n'arrête pas de stigmatiser les renoncements des républicains. Vous savez qu'on l'a appelé le tigre, parce qu'il griffait, il mordait symboliquement par ses discours tous les gens qui ne lui plaisaient pas dans la Chambre des députés. Et alors, il ne faisait pas que les égratigner, il les descendait carrément, parce qu'il avait un verbe extraordinaire, il trouvait la boutade, il trouvait le trait d'humour, qui fait que celui dont il s'occupait se retrouvait un peu discrédité, quoi. Hein. Enfin, voilà pourquoi on l'a appelé le tigre. Voilà, c'est le chef des républicains radicaux. Alors, il y a une chose qui réunit tous les républicains, et même au-delà des républicains, jusqu'aux socialistes également, c'est l'anticléricalisme. Voilà, on le retrouve, cet anticléricalisme de la Révolution française, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Gambetta s'écrit en 1877, « Le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Alors là, tout le monde est d'accord. Tous les républicains, socialistes, toute la gauche applaudit. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de différence, et c'est ce qui va déboucher, effectivement, sur la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Le problème, c'est qu'une partie des catholiques, à partir de 1890, une partie des catholiques se rallient à la République. Jusque-là, les catholiques, enfin les catholiques vraiment pratiquants, hein, militants, ils étaient tous royalistes. Hein, l'alliance du trône et de l'autel dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, il y a eu un pape extraordinaire, un des rares papes intelligents du 19e et 20e siècle. Il y en a eu deux. Il y a eu le pape dont je vous parle, Léon XIII, et puis il y a eu Jean XXII. Enfin, intelligent, le mot n'est pas juste. Je dirais un des deux papes modernistes, enfin réalistes, quoi. Hein, alors qu'on avait eu auparavant le pape le plus réactionnaire de l'histoire, un Pie IX, qu'on voit dans un film qui est en train de passer, qui s'appelle L'Enlèvement. Hein, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un portrait du pape Pie IX, là, qui est extraordinaire. Bon, on a tout d'un coup, vers 1890, un pape, Léon XIII, qui comprend qu'on ne pourra pas éternellement associer l'Église catholique à la monarchie. Hein. Et donc, il dit aux catholiques, enfin, il prend des discours ambigus, mais enfin assez clairs pour beaucoup de catholiques, il faut se rallier à la République. Hein. La République existe maintenant depuis 20 ans en France, il y a peu de chances qu'elle disparaisse, ralliez-vous. Et donc, dès l'instant qu'une partie des catholiques se rallie à la République, les opportunistes, ou en tout cas une partie des opportunistes, va faire une alliance avec la droite. Donc, du coup, on n'a plus cette union des républicains. Et du coup, si les opportunistes, qu'on appelle alors les progressistes, ne sont plus vraiment de gauche, s'ils font alliance avec la droite, les seuls qui sont de gauche à l'Assemblée nationale, c'est les radicaux. Et c'est eux, les radicaux, le Parti radical, qui va assumer l'idée de laïcité, quoi. La laïcité militante, qui est celle de la Troisième République, c'est le fruit des radicaux, ils en sont le porte-drapeau. Et ils se constituent en parti, le parti radical et radical socialiste,
L'appellation montre bien qu'ils sont très à gauche, puisqu'ils prennent le mot socialiste dans leur appellation. Ils se constituent en 1901. C'est le premier parti français qui ait existé. Je veux dire le parti au sens moderne, avec des adhérents, avec un président, avec un comité exécutif, etc. C'est le premier parti. Donc il y a toute une évolution vers la gauche, et c'est l'affaire Dreyfus qui est le moment crucial de cette évolution. Donc je ne vais pas vous raconter l'affaire Dreyfus, hein, vous la connaissez suffisamment, mais c'est cette affaire-là qui inscrit vraiment dans le paysage politique, y compris dans toute la population, les idées de droite et de gauche. Hein. Là, on commence à s'identifier, parce que, évidemment, le suffrage universel, il incite les gens à s'identifier, parce que quand on doit faire des choix, il faut bien savoir de quel côté on se place. Et du coup, les idées de droite et gauche sont passées petit à petit dans le sens courant de la vie politique, encore que, au moment de l'affaire Dreyfus, on ne parle pas encore de la gauche, mais des gauches, au pluriel. Gauche radicale, gauche socialiste, et aussi une partie des progressistes qui sont également à gauche. Parce que, vous savez, il y a une menace, enfin en tout cas on ressent, avec l'affaire Dreyfus, une menace d'extrême droite, avec les militants antisémites, monarchistes, maurassiens ou républicains, enfin il y a toute une vague maurassienne et antisémite qui se produit, qui commence à s'attaquer ou vouloir s'attaquer aux institutions de la République. Et là, on se dit, la République est menacée, il faut la défendre. Et on constitue pour la première fois un gouvernement, une union de la gauche, on pourrait dire, un gouvernement de défense républicaine, qui est présidé, on va voir son visage, par un opportuniste. Ils ne sont pas tous passés à droite, les opportunistes. Ils hésitent, en fait. Hein. Mais ce personnage, Valdez Rousseau, est un homme tout à fait estimable. C'était un disciple de Jules Ferry. Et c'est lui qui a créé la loi sur les syndicats en 1884. Jusqu'en 1884, on n'a pas le droit de créer un syndicat, hein, alors qu'on est pourtant en République. Hein. Mais il a, par la loi Valdez-Rousseau, autorise et permet la formation des syndicats. Et donc, il est nommé président du Conseil. Hein. Vous savez qu'on ne dit pas Premier ministre à l'époque. Hein. C'est un terme récent qui nous vient d'Angleterre. Et donc, en 1899, il y a ce gouvernement de défense républicaine. Et comme le Parti radical se crée à ce moment-là, pendant son congrès, le slogan du Parti radical, c'est « pas d'ennemis à gauche ». Pas d'ennemis à gauche, c'est clair. Hein. Il y a vraiment union de la gauche, même les socialistes, hein, on peut s'allier avec eux. Bon, en réalité, c'est pas si simple. C'est pas si simple, parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que l'antisémitisme sépare très nettement la gauche et la droite. Là, les choses sont claires. Par contre, sur la question nationale, les choses ne sont pas si claires. Il faut que vous pensiez à une chose qu'on a complètement oubliée aujourd'hui, c'est que l'idée de la nation, le patriotisme, le nationalisme, appelons-le comme on veut, hein, parce que selon qu'on veut être péjoratif ou pas, on va employer un mot ou un autre, c'est une idée de gauche. La nation, elle a toujours été l'idée nationale. L'attachement à l'indépendance nationale, ça a toujours été porté par la gauche. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on le sait, mais à l'époque, c'était comme ça. Pensez à l'article 3 de la Déclaration qui dit « Toute souveraineté appartient essentiellement à la nation. » Oui. Par exemple, l'idée d'une souveraineté européenne, les révolutionnaires ou les gens de gauche du 19e siècle, ça les ferait hurler. Comment il peut y avoir une souveraineté européenne puisque nous sommes un peuple souverain. Donc la souveraineté, ça peut être que national. Mais voilà que l'extrême droite revendique l'idée de nation. Alors, ça va être un problème, et à partir de là, et jusqu'à nos jours, la gauche va se trouver en porte-à-faux sur cette question de la nation. Faut-il défendre la nation, ou est-ce que la nation est quelque chose de dépassé? Enfin voilà, il y a un problème. Ils sont divisés. Les gens comme... même les socialistes sont divisés. Pourtant, les socialistes, ils sont a priori internationalistes. Hein. Je vous redis la phrase de Marx, les prolétaires n'ont pas de patrie. Donc quand on est socialiste, on ne peut pas être patriote, c'est impossible. En fait, c'est pas si simple.
Jules Guesde, oui, parce que Jules Guesde, il se veut marxiste, donc lui, oui, les prolétaires n'ont pas de pâté. Jaurès est beaucoup plus nuancé, et Jaurès essaye de faire une synthèse entre l'attachement à la nation, qui est celle de la République française depuis toujours, et un certain internationalisme, une certaine fraternité avec les autres partis socialistes d'Europe. Donc, vous voyez, c'est un grand débat qui est tranché par l'Internationale, à son congrès d'Amsterdam. La deuxième Internationale somme les Français de s'unir et de créer un seul parti sous l'égide du marxisme. Il faut dire que les troupes de la deuxième Internationale, elles sont beaucoup allemandes. La social-démocratie allemande, c'est une force considérable. C'est le premier parti de l'Internationale. Et ils sont très convaincants. Et aussi, il y a beaucoup de grands intellectuels marxistes en Allemagne. Et donc, voilà, que vont faire les Français? Ils obéissent. Et Jaurès dit, bah oui, on va se plier aux consignes de l'Internationale, et on va, tous les socialistes, on va tous se réunir, on va créer un seul parti, et il s'appellera donc le PSU, mais ce n'était pas le PSU qu'on a connu à notre époque, le Parti Socialiste Unifié, sous-titré SFIO, Section Française de l'Internationale Ouvrière. Ça veut bien dire que le Parti Socialiste Français est un membre de l'Internationale parmi d'autres. Voilà comment naît le... Alors, ceci dit, contrairement à ce qu'on pouvait penser, le Parti Socialiste Français n'évolue pas en social-démocratie. Vous savez, on parle toujours aujourd'hui de la social-démocratie. Mais la social-démocratie, c'est quoi? C'est l'union étroite du parti politique et du mouvement ouvrier. Or ça, en France, c'est impossible. Parce que le mouvement ouvrier français est dominé par les anarchistes à l'époque. Et alors eux, la politique, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est un militant anarchiste, Fernand Pelloutier, qui a créé le premier une fédération des bourses du travail, en 1892, je crois. Et puis finalement, ce sont les anarchistes qui créent en 1995 la CGT, qui est la seule grande confédération syndicale, la première et la seule pendant très longtemps. La CGT est une confédération syndicale, alors on ne dira pas anarchiste, parce qu'ils ne font pas directement de la politique, on dit anarcho-syndicaliste, ou encore syndicaliste révolutionnaire. Et cette CGT, elle adopte à son congrès d'Amiens une charte disant jamais il n'y aura d'union entre le syndicalisme et le parti politique. Des membres de la CGT, à titre personnel, peuvent être membres du Parti socialiste, et il y en a eu beaucoup d'ailleurs, mais il n'y aura jamais d'union. La CGT ne fait pas de politique, elle s'occupe de l'action directe, ce qu'ils appelaient l'action directe. C'est-à-dire, c'est sur place, dans les entreprises, sur le terrain, qu'on obtient des avantages, et pas par la politique. Les lois, on s'en fout. C'est sur le terrain qu'on va obtenir... Voilà. Ce qui fait qu'il n'y a pas de social-démocratie en France. Et il n'y en a jamais eu, puisque par la suite, les syndicats ont été divisés. Donc voilà, la SFIO suit les consignes de l'Internationale, et du coup, elle ne soutient plus la gauche. Elle ne soutient plus les radicaux qui sont au pouvoir, et donc les radicaux vont se retrouver à devoir faire pour gouverner, à devoir faire des alliances avec la droite. Alors on aura des gouvernements, soit à direction radicale, la plupart, mais avec des ministres de droite, soit parfois des gouvernements plus centristes, mais en tout cas, les socialistes ne soutiennent plus la gauche. L'union de la gauche dont je vous ai parlé, elle n'aura duré finalement que 3 ans. Enfin, non, un peu plus. 5 ans. Alors, cette époque, et je vais pratiquement finir là-dessus, cette époque, c'est l'âge d'or du radicalisme. Je vous parlais de ce parti radical, qui a été le premier parti de France chronologiquement, et même aussi politiquement. Alors, c'est un parti très différent de ce qu'est le Parti socialiste, par exemple. Il n'est pas hyper organisé, comme l'est le Parti socialiste de cette époque. C'est plutôt une confédération assez lâche de comités électoraux et d'associations diverses qui soutiennent le radicalisme. Comités électoraux surtout, parce que le parti radical vit surtout quand il y a des élections.
En dehors des élections, c'est beaucoup moins net. Leur militantisme n'existe presque pas. Mais il y a le militantisme des associations proches qui font quasiment partie prenante du Parti radical. Et parmi ces associations, il y a les loges francs-maçonnes, qui sont à l'époque considérées comme radicales. Qu'elles ne sont pas vraiment, parce qu'il y a aussi beaucoup de socialistes dans ces loges francs-maçonnes, mais c'est vrai que la proportion est considérable. Puisqu'en 1908, écoutez bien le chiffre, les francs-maçons représentent 48% du comité exécutif du Parti radical. Donc en gros, un dirigeant radical sur deux est franc-maçon. Donc la franc-maçonnerie a évidemment une influence considérable et réciproque. Une autre association, c'est la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, elle a été créée à l'occasion de l'affaire Dreyfus, évidemment. Il y avait la Ligue des patriotes d'un côté, la Ligue des droits de l'homme de l'autre. Et la Ligue des droits de l'homme est très très proche du Parti radical. La plupart des dirigeants en font partie, même si là aussi il y a également des socialistes. Et joue un grand rôle. Par exemple, à Lyon, la Ligue des droits de l'homme a été vraiment essentielle dans l'élection de Victor Augagneur en 1900, et surtout d'Édouard Herriot en 1905. Donc, une troisième association, c'est la Libre Pensée. Alors la Libre Pensée, ça c'est une association que j'aime bien. J'en fais pas partie, elle existe encore, mais enfin vraiment c'est un groupuscule aujourd'hui. Mais c'est des gens intéressants. Et d'ailleurs à Vienne, la Libre Pensée était dirigée par une femme, Claudette Coste, qui était une militante de la CGT, qui a été secrétaire de la Bourse du Travail, et qui n'a abandonné l'action syndicale et politique que quand elle a épousé Lucien Hussel, à la fin des années 20, je crois. Et donc, du coup, c'est Lucien Hussel qui a pris l'essentiel de l'activité militante dans ce coup. Mais Claudette Coste, c'est un personnage sur qui j'ai écrit des éléments biographiques, qui est vraiment un personnage intéressant. Alors, c'est elle qui dirige la Libre Pensée. Alors, c'est quoi l'activité de la Libre Pensée? Le nom l'indique, les libres penseurs, c'est des rationalistes, des gens qui sont pour la pensée libre, c'est-à-dire la raison, et aucune influence religieuse. Or, il y a une lutte de l'Église catholique très importante pour conserver son pouvoir à tous les niveaux. Et en particulier, le moment crucial pour les catholiques, c'est lorsque quelqu'un va mourir. Vous savez, la plupart des gens sont plus ou moins croyants, pas du tout pratiquants, et quand ils vont mourir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont être enterrés religieusement ou civilement? Horreur. Alors, vite, les prêtres se précipitent, dès qu'ils apprennent qu'il y a un mourant quelque part, ils se précipitent pour essayer de lui donner l'extrême onction. Et puis, s'il est déjà mort, pour convaincre la famille qu'il lui faut des obsèques religieuses. C'est fou, l'activisme des prêtres dans ce domaine à cette époque-là. Et alors, l'exemple le plus célèbre, c'est Édouard Herriot. Alors, s'il y avait un homme athée, laïque, radical, anticlérical, c'était bien Édouard Herriot. Et bien sur son lit de mort, le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, qui avait eu beaucoup de sympathie pour le maréchal Pétain d'ailleurs, le cardinal Gerlier a fait le siège d'un Édouard Herriot mourant pour le convaincre d'accepter des obsèques religieuses. Et moyennant quoi, il a eu des obsèques religieuses. Bien sûr. Alors, c'est quoi l'action des libres penseurs? C'est d'intervenir soit avant le curé, soit après, pour convaincre le mourant ou convaincre la famille qu'on doit respecter, parce qu'il s'adresse à des gens qui souvent n'étaient non seulement pas pratiquants, mais n'avaient même pas la foi, de les convaincre de faire des obsèques civiles. Alors c'est une véritable course contre la montre entre les prêtres et les libres penseurs. Et quand les libres penseurs obtiennent gain de cause, eh bien on enterre le défunt avec sur le cercueil le drapeau de la libre pensée. Ils ont des activités encore plus sympathiques. À notre époque, où il faut faire attention à tout ce qu'on dit, par exemple en concernant l'islam, où tout propos peut être considéré comme un blasphème.
Alors eux, les libres penseurs, c'est les professionnels du blasphème. Hein. Ils provoquent l'Église catholique. Alors par exemple, chaque vendredi saint, ils font un grand banquet où on va faire gras. On va manger de la viande, du cochon, tiens, haricot, on va s'en mettre plein la panse. C'est-à-dire qu'en France, on fait ce qu'on veut. Vous voyez? Donc au fond, c'est très utile. On peut être d'accord, on peut être du côté catholique ou du côté libre-penseur, mais c'est très utile d'avoir des gens qui ont montré qu'en France, on avait le droit de blasphémer. Hein. Un autre exemple que j'aime bien, parce que quand j'étais élève, j'ai pu en rencontrer les effets, il célèbre un moment qui est le 21 janvier. Je ne sais pas si cette date vous dit quelque chose. Voilà. Le 21 janvier, c'est la mort de Louis XVI. C'est le jour où Louis XVI a été guillotiné. Et moi, quand j'étais élève de 3e, mon professeur d'histoire géo prenait toujours le 21 janvier une journée d'absence sans solde, si ça tombait un jour de semaine, car il allait servir la messe en mémoire de Louis XVI. Eh bien, les libres penseurs, ils font le contraire. Le 21 janvier, ils font un grand banquet où ils mangent de la tête de veau. Voilà cette association assez rigolote, hein, qui est la libre pensée et qui fait partie de la gauche, quoi, hein, de la mouvance radicale et socialiste. Alors pour finir, c'est sur ce parti radical, hein, pour vous montrer encore son importance, que s'appuient les gouvernements de Georges Clemenceau. Entre 1906 et 1909, c'est un record, hein, parce que les gouvernements ne duraient pas longtemps, hein, c'était comme sous la 4e République, là il a duré 3 ans, c'est l'époque des brigades du Tigre, certains se souviennent du feuilleton, voilà. Car c'est un homme très énergique, hein, c'est ça Clemenceau, c'est l'énergie faite homme, hein, et donc il s'appuie sur le parti radical, hein, pour gouverner, et puis après lui c'est Joseph Caillaux, voilà, qui dirige le parti radical, et qui est président du Conseil de 1911 à 1912. Il va avoir beaucoup de déboires parce que Joseph Caillaux a réalisé une réforme qui l'a fait haïr, mais vraiment haïr de toute la droite et du centre, c'était de créer l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, vous savez que c'était une revendication de gauche, hein, plutôt un impôt progressif bien entendu, hein, ça veut dire que les riches payent plus que les pauvres. Ça, c'était une horreur pour une partie de la bourgeoisie. Alors, il a été l'objet de campagnes. Le Figaro, en particulier, a organisé contre lui une campagne en publiant les lettres intimes qu'il avait adressées à sa maîtresse, qui était devenue sa femme entre-temps. Mais à l'époque, elle était mariée à un autre. Et donc, elle était sa maîtresse. Et le Figaro publie ces lettres-là. Et d'autres horreurs sur lui. Enfin, il a une campagne de dénigrement qui pousse Henriette Caillaux a demandé un jour rendez-vous à Gaston Calmette, le directeur du Figaro. Il la reçoit dans son bureau, et là, elle sort de son manchon un revolver, et elle l'assassine de sa coup de revolver. Elle a été acquittée sous l'idée de crime passionnel. Sous le label de crime passionnel, voilà, c'est un coup de folie, un coup de passion pour l'amour de son mari, etc. Voilà, je passe là-dessus. En tout cas, pendant ces premières années d'avant-guerre, le Parti radical réalise, hein, comme il le voulait depuis toujours, le programme de Belleville, enfin pas tout, mais presque tout, hein, en particulier la séparation de l'Église et de l'État, qui faisait partie du programme depuis 1869, les retraites ouvrières, les premières retraites ouvrières, c'est Clemenceau, hein, qu'on présente aujourd'hui comme un homme de droite parce qu'il était pour la victoire en 1918. Bon, mais Clemenceau, c'est autre chose qu'un homme de droite, hein, globalement. C'est une personnalité très complexe, très riche. Les retraites ouvrières, la journée de 10 heures. On n'en est pas encore à la journée de 8 heures. Hein, mais quand même, les ouvriers gagnent 1 ou 2 heures par jour avec cette loi sur la journée de 10 heures. Et puis, l'impôt sur le revenu dont je viens de vous parler. Quand on arrive en 1914, le programme radical a été appliqué en entier. Il ne lui reste plus rien à faire. Alors c'est quand même un peu un problème, parce que
Aucune réforme importante n'est annoncée. Le Parti radical n'ira jamais plus loin qu'il est déjà allé. Et du coup, il ne va plus rester de lui qu'une sorte d'image, un esprit radical, on va dire. Un esprit radical qui est l'esprit de défense des petits contre les gros. Hein, les petits propriétaires contre les gros capitalistes. Ou alors la défense des boursiers contre les héritiers. Vous voyez, ces images fortes hein, qui veulent dire quelque chose. Ou bien surtout la laïcité, quoi. Ce qui reste au Parti radical, c'est le combat laïque hein, qu'il va continuer à mener après la guerre. En tout cas, où on en est en 1914, puisque c'est là que je m'arrête aujourd'hui, la gauche est au pouvoir. C'est un socialiste, Viviani. Les socialistes ont gagné les élections, enfin, pardon, la gauche a gagné les élections en 1914, et c'est un socialiste, René Viviani, qui dirige le pays. Il est président du Conseil. La promesse de 1789 semble réalisée.